Est-ce qu'un roman peut être plus qu'une simple histoire? Est-ce qu'un livre peut, à lui seul, déclencher une véritable tempête diplomatique? Eh bien oui, c'est l'histoire incroyable du meurtre du commandeur de Haruki Murakami, et aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène ensemble. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 1,38 million. C'est le nombre d'exemplaires vendus au Japon rien qu'à sa sortie. On ne parle pas d'un succès, là on parle d'un véritable raz-de-marée littéraire. Forcément, ça a mis le livre direct sous les projecteurs. Et le plus fou, c'est que l'histoire à la base, elle est toute simple. Un artiste en pleine crise, sa femme vient de le quitter, bref, le topo classique. Mais voilà, cette petite histoire de solitude et de peinture va devenir le cœur d'une controverse internationale. Alors la question c'est comment? Comment un roman aussi intimiste a-t-il pu mettre le feu aux poudres à ce point? C'est tout le mystère qu'on va explorer. Pour comprendre la tempête, il faut d'abord plonger dans l'histoire. Et pour ceux qui connaissent un peu Murakami, on est en terrain plutôt familier au début. Ok, donc on a ce peintre portraitiste. Rupture brutale. Et il fait ce que beaucoup de gens rêveraient sûrement de faire. Il plaque tout, direction l'isolement. Ça a l'air un peu cliché, hein? L'artiste en quête de sens. Sauf que chez Murakami, le cliché ce n'est jamais que le point de départ. Ce voyage il commence donc comme une fuite, mais il va vite se transformer en un huis clos. Un huis clos parfait pour la reconstruction, mais aussi pour l'étrange. Donc voilà notre protagoniste dont on ne connaîtra jamais le nom. Il part sur les routes, 3 mois d'errance en voiture à travers le Japon, histoire d'essayer d'oublier son chagrin. Et il finit par atterrir où? Dans la maison de montagne, complètement isolée, d'un très grand peintre japonais, Tomohiko Hamada. Et c'est là, bien sûr, que tout bascule. Et ce qui va tout déclencher, le point de départ du surréalisme, ce n'est pas une rencontre. C'est un objet, un tableau, un chef-d'œuvre caché. En fouillant dans le grenier, il tombe sur une toile. Une toile que personne n'a jamais vue, bien emballée, cachée. Son titre, Le meurtre du commandeur. C'est une scène super violente tirée de l'opéra Don Giovanni de Mozart, mais peinte dans un style japonais très ancien. Le truc dégage une aura vraiment bizarre. C'est clairement le catalyseur de tout ce qui va suivre. Et là, on atteint vraiment le point de non-retour. Juste après avoir trouvé le tableau, une cloche se met à sonner. Toutes les nuits. Le son y semble venir d'une sorte de fosse en pierre, bien scellée, au fond des bois, près d'un sanctuaire. Le mystère s'épaissit sérieusement. Mais le truc, c'est que ce qui va faire exploser l'affaire, ce n'est ni le tableau, ni la cloche. Non. Dans le monde réel, la controverse, elle vient de l'histoire. L'histoire avec un grand H. C'est quand même fou de se dire que ce ne sont pas les éléments surréalistes qui ont posé problème. Non. Tout part de quelques lignes. Juste quelques lignes de dialogue qui ont déclenché ce qu'un journal a appelé une guerre par procuration imprévue. Et voilà, on y est. Le cœur du problème. Une simple phrase dite par un personnage qui évoque le massacre de Nankin de 1937. Un événement historique, terrible, où l'armée impériale japonaise a tué des centaines de milliers de Chinois, civils et soldats. Et le roman fait un lien direct. On apprend que le peintre Tomohiko Hamada a lui-même vécu un drame à Vienne en 1938, lié aux nazis. Et en parallèle, son jeune frère, Tsuguhiko, a été enrôlé de force dans l'armée et envoyé à Nankin. Il a été forcé de participer au massacre et s'est suicidé juste après son retour. Et dans le livre, un personnage donne des chiffres, entre 100 000 et 400 000 victimes. Il qualifie le massacre de fait ineffaçable. Mettre ça noir sur blanc dans un roman aussi populaire, ça a instantanément ravivé des tensions mémorielles qui étaient loin d'être éteintes. Et là, les réactions, c'est le jour et la nuit. D'un côté, en Chine, on salue le courage de Murakami, on parle d'un travail de conscience. De l'autre, au Japon, ce n'est pas la même ambiance. Les ultranationalistes l'accusent de vouloir juste flatter la Chine pour avoir le prix Nobel. Le livre a même été classé indécent à Hong Kong. C'est dire. Bon, ok, mettons la politique de côté 2 minutes et revenons à l'intérieur du roman. Parce que pendant que le monde s'écharpait, les lecteurs, eux, essayaient de déchiffrer tous les symboles et les mystères que Murakami a laissés partout. Avec le réalisme magique de Murakami, évidemment, tout est ouvert à l'interprétation. Les théories les plus populaires sont assez freudiennes. Par exemple, la fosse symboliserait une renaissance, un peu comme un retour dans le ventre de sa mère. La cloche, qui sonne depuis la fosse, ce serait la sexualité féminine que le héros doit affronter. Et le commandeur, cette petite créature de 60 cm qui sort de la fosse, eh bien ce serait la figure du père que l'artiste doit tuer symboliquement pour pouvoir grandir. Et c'est là qu'on voit tout le génie de Murakami. C'est sa façon de tisser ensemble tous ces fils. La crise personnelle, le monde surréaliste et la grande histoire. Tout le parcours du héros dure 9 mois. 9 mois
comme une grossesse. C'est un symbole, bien sûr, celui d'une renaissance artistique. Il passe par une phase de perte, puis une phase de gestation souterraine. Il descend littéralement dans la fosse pour finalement en ressortir transformé. Et voilà comment la boucle est bouclée. On part de la crise perso du peintre, on passe par le tableau qui libère le surnaturel, et tout ça nous mène à ce voyage de renaissance en 9 mois. Et tout du long, en toile de fond, on a la grande histoire, le massacre de Nankin et l'art qui se répondent constamment. D'ailleurs, beaucoup de critiques le disent, ce livre, c'est un peu un best-of de Murakami. On y retrouve tout, le héros solitaire, la femme qui disparaît, le puits mystérieux, les longues descriptions de cuisine, la musique classique, et bien sûr ce mélange si particulier entre le quotidien le plus banal et le bizarre le plus total. Et tout ça, ça nous ramène à la controverse du début. Ce qu'elle nous montre, au fond, c'est que Murakami n'est plus juste un romancier. Il a une telle aura qu'une seule de ses phrases peut faire tanguer la diplomatie internationale. Et ça pose une question assez fascinante. Au final, tout le livre pourrait se résumer à cette idée, à cette phrase puissante. Elle dit tout sur le message du roman. La réalité n'est pas objective, elle est subjective. Et elle nous parle du pouvoir immense, mais aussi de l'énorme responsabilité, de ceux qui racontent des histoires face à la grande histoire. Une réflexion qui laisse songeur.